Je pensais autrefois que Noël était la seule nuit où ma famille pouvait faire semblant de m'aimer. Mais 5 jours avant Noël, tout ce que je croyais à leur sujet a volé en éclats. Je me tenais devant la porte du bureau de mes parents, serrant dans mes bras une boîte de cadeaux faits main que j'avais passé des mois à créer, lorsque j'ai entendu mon nom prononcé sur le ton le plus glacial que j'ai jamais entendu. Chloé nous fait honte. Cette année, nous allons la forcer à affronter la vérité publiquement. Je me suis figé. La voix de mon père était posée, presque désinvolte. Ma mère a ri doucement. Mon frère et ma sœur ont renchéri, planifiant chaque détail de la façon dont ils allaient m'humilier devant toute notre famille élargie. Chaque mot me transperçait. J'ai couru. Je ne me souviens même pas comment j'ai atterri sur l'autoroute, les mains tremblantes sur le volant. Ce soir-là, mon téléphone a sonné. La voix de ma mère, furieuse. « Où es-tu » J'ai fixé l'obscurité et j'ai murmuré, « Tu as aimé mon cadeau ?» Et c'est là que tout a changé. Grandir en tant que Delacroix à Neuilly-sur-Seine signifiait une chose, la perfection était le strict minimum. Ma famille avait construit sa réputation comme une marque de luxe. Polissée, coûteuse et intouchable. Chaque Noël, notre hôtel particulier se transformait en une page de magazine de décoration. Des sapins blancs immenses, des guirlandes aux bordures dorées, une table à manger assez longue pour accueillir la royauté. Et moi, Chloé Delacroix, la fille qui avait troqué une carrière dans la finance pour un petit atelier de joaillerie, je ne cadrais jamais avec l'image qu'il mettait en scène si soigneusement. Ma mère, Isabelle, aimait les apparences plus que les gens. Mon père, Philippe, ne vivait que par les chiffres, les revenus, les promotions et les classements. Mon frère Thomas et ma sœur Juliette étaient tous deux des prodiges du conseil en stratégie, taillés dans le même moule que mes parents. Et puis il y avait moi, la créative, ce qui, dans ma famille, se traduisait par la déception. Pourtant, une partie de moi voulait croire que ce Noël serait différent. J'avais passé 4 mois à confectionner des cadeaux personnalisés, des pièces inspirées de souvenirs que seule une fille, seule une sœur pouvait se rappeler. Je suis arrivé tôt pour aider aux décorations, essayant de prouver que j'avais ma place. Maria, notre gouvernante de longue date, m'a ouvert la porte avec un sourire chaleureux. « Mademoiselle Chloé, c'est bon de vous voir », a-t-elle dit en me serrant doucement la main. C'était la première gentillesse que je recevais ce jour-là. À l'intérieur, tout sentait le sapin et la chaleur artificielle de la cannelle. J'ai entendu des voix dans la cuisine et j'ai trouvé ma mère et Juliette penchées sur un planning d'événements codé par couleur. « Maman, je suis là », ai-je dit doucement. Elle n'a même pas levé les yeux. « Bien. Laisse ton manteau. Ne touche pas au sapin. Les décorateurs vont revenir. » J'ai ravalé ma peine. J'ai apporté des échantillons. J'ai fait des cadeaux cette année. Juliette a haussé un sourcil. Encore des bijoux ? La façon dont elle a prononcé le mot bijoux le faisait sonner comme une maladie. Je me suis forcé à sourire. Oui. Je pensais que tout le monde aimerait. On est occupé, Chloé, a coupé ma mère. Peut-être plus tard. Peut-être plus tard. Peut-être jamais. J'ai porté ma boîte de cadeaux dans le couloir vers ma chambre d'enfance, pour y trouver la valise d'un étranger posée près de la porte. Confuse, je suis entré. Toutes mes affaires, photos, carnets de croquis, souvenirs d'enfance, étaient entassés dans des bacs en plastique. Mes tableaux pastels avaient disparu. Ma bibliothèque était vide. Maman, ai-je appelé, le cœur battant la chamade. Pourquoi ma chambre est ? Avant que je puisse finir, des voix ont dérivé du bureau de mon père. Mon nom, chuchoté sèchement. Je me suis rapproché sans réfléchir. Ce seul pas vers la porte entr'ouverte a tout changé. J'ai atteint la porte du bureau juste au moment où la voix de mon père tranchait le silence. Chloé a besoin d'être remise à sa place. Mon souffle s'est coupé. Je me suis figé, les doigts planant près de la poignée, effrayé que même les battements de mon cœur ne me trahissent. Puis la voix de Juliette, douce et amusée, « Elle va paniquer, papa. » Elle le fait toujours. Mais honnêtement, peut-être que l'humiliation est ce dont elle a besoin. Humiliation. Le mot m'a frappé si fort que mes genoux ont failli lâcher. J'ai pressé mon dos contre le mur, la poitrine serrée. À travers la fente de la porte, je pouvais les voir réunis autour du bureau en acajou. Mon père, Thomas, Juliette et ma mère, tous parfaitement composés comme s'ils discutaient d'une proposition commerciale. « Voici comment nous allons procéder », a continué mon père.
Après le plat principal, je me lèverai et m'adresserai à la table. Je dirai à tout le monde que nous sommes inquiets des choix de Chloé. Ma mère, Isabelle, a ajouté avec un soupir, son passe-temps de bijouterie est embarrassant. Elle refuse de prendre un vrai travail. Elle a besoin de réalité, Philippe. Elle gagne quoi? 30 000 par an. Juliette a ricané. J'ai regardé les salaires moyens pour les artistes. Honnêtement, elle devrait être reconnaissante qu'on essaie même de l'aider. Thomas a feuilleté une pile de pages imprimées. J'ai fait des graphiques, a-t-il dit comme s'il présentait un bilan en réunion de direction. Je montrerai à la famille une comparaison des revenus de Chloé par rapport à ce qu'elle pourrait gagner dans un poste de débutant en entreprise. Je ne savais même pas ce qui faisait le plus mal, les mots ou le fait qu'ils aient préparé des documents. Ma gorge brûlait. Mon père a ri sombrement. Quand elle verra les chiffres sur l'écran, elle n'aura nulle part où se cacher. Un écran? Il prévoyait de m'humilier avec une présentation PowerPoint. Devant 30 membres de la famille. Ma mère a repris la parole, son ton tranchant et répété, et une fois qu'elle sera finalement forcée d'admettre que ce fantasme de bijoux est terminé, nous lui offrirons un poste au cabinet. Rien d'exigeant. Quelque chose de sûr, quelque chose de contrôlé. Contrôlé, bien sûr, a renchéri Juliette. Et nous devrions lui parler de la chambre. Elle ne peut pas continuer à laisser ses vieilles affaires ici. Nous avons besoin d'espace. Mon estomac s'est tordu. Alors, il vidait ma chambre. Il n'avait même pas attendu Noël. Papa a ajouté, mieux vaut le faire ce soir. Elle sera trop distraite pendant le dîner pour remarquer que le personnel sort ses affaires. J'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas un claquement, pas un cri, juste une rupture silencieuse et dévastatrice. Puis ma mère a dit quelque chose qui allait me hanter pendant des jours. Son petit business, c'est comme les colliers de nouilles que les enfants rapportent de l'école maternelle. Mignon au début, mais ridicule de s'y accrocher à l'âge adulte. Tout le monde a ri, même Thomas. Même le frère qui m'aidait à mélanger la résine dans le garage quand nous étions enfants. Ma vision s'est brouillée. J'ai cligné des yeux, me forçant à ne pas faire de bruit, à ne pas être découverte, parce qu'une partie de moi avait besoin d'entendre chaque vérité qu'ils cachaient derrière leur sourire poli. Finalement, mon père a conclu, ce Noël, elle apprendra qui elle est vraiment. Quelque chose en moi a murmuré en retour, tu as tort. Ce Noël, j'apprends enfin qui vous êtes. Je me suis éloigné de la porte, mes jambes me soutenant à peine. Le poids de leur trahison écrasait chaque respiration. C'est à ce moment-là que j'ai cessé d'être leur fille et que j'ai commencé à être quelqu'un que je ne reconnaissais pas encore. Je ne me souviens pas avoir quitté la maison. Un instant, je me tenais devant la porte du bureau, tremblante, et l'instant d'après, je trébuchais dans l'air glacial de la nuit, mon souffle sortant par halètements courts et brisés. Mes mains tremblaient si violemment que j'ai laissé tomber mes clés 2 fois avant de réussir à entrer dans ma voiture. Je suis sorti de l'allée plus vite que je n'aurais dû. Les lumières de Noël du manoir se sont estompées dans mon rétroviseur, or, blanc, rayonnant, une illusion de chaleur qui ne m'avait jamais appartenu. La froide vérité a frappé plus fort que le vent d'hiver. Il ne prévoyait pas de m'aider. Il prévoyait de me détruire. Je n'ai pas pleuré au début. J'ai juste conduit aveuglément, désespérément, jusqu'à ce que l'écran du GPS devienne flou et que les panneaux routiers se brouillent. Au moment où je me suis garé sur une aire de repos de l'autoroute A13, ma poitrine me donnait l'impression de s'être effondrée sur elle-même. J'ai coupé le moteur, et le silence à l'intérieur de la voiture était insupportable. Puis les larmes sont venues. Pas des larmes douces et gentilles. Le genre qui vous étouffe, le genre qui vous fait vous plier sur le volant parce que votre corps ne peut pas contenir la douleur. Je serrais le tissu de mon manteau si fort que mes articulations étaient devenues blanches. Comment ont-ils pu, ai-je chuchoté dans l'obscurité, la voix brisée. Mon téléphone a vibré sur le siège passager. Bien sûr, maman appelait. Je n'ai pas répondu. Je pouvais à peine respirer, encore moins parler. Après le 3e appel manqué, j'ai fait la seule chose à laquelle je pouvais penser. J'ai appuyé sur le contact de Léa. Elle a décroché à la 2e sonnerie. Chloé? Chloé, qu'est-ce qui se passe? Tu vas bien? On dirait que tu es sous l'eau. J'ai essayé de parler, mais rien n'est sorti à part un sanglot. Léa a tout de suite compris. Respire. Tu es où? Aire d'autoroute, ai-je réussi à dire.
Sur la 13, je crois. Je suis parti. Parti de quoi? De ma famille, ai-je chuchoté. Léa, ils ont tout planifié. Ils ont tout prévu. Une présentation devant tout le monde. Ils ont ri de moi. Il y a eu un long silence à l'autre bout du fil, le Jean Lot rempli de colère. Chloé, ces monstres. Son ton est devenu tranchant, protecteur. Dis-moi exactement ce que tu as entendu. Je lui ai tout raconté. Chaque mot, chaque insulte, chaque plan pour m'humilier. Au moment où j'ai fini, Léa bouillonnait. Écoute-moi attentivement, a-t-elle dit. Rien de ce qu'ils ont dit n'est vrai. Rien. Tu gères une entreprise. Tu gagnes de l'argent réel. Tu travailles plus dur que n'importe qui que je connaisse. Et s'ils avaient raison, ai-je chuchoté. Et si je ne faisais que faire semblant? Faire semblant? Léa a presque crié. Chloé, tu as refusé des commandes de gros le mois dernier parce que tu étais à pleine capacité. Tu as une liste d'attente pour des pièces sur mesure. Tu as un revenu légitime. Ce n'est pas faire semblant, c'est réussir. Ces mots ont traversé le brouillard. Chloé, ce n'est pas toi l'échec. Ce sont eux. Et ils sont terrifiés que tu le réalises. J'ai laissé échapper un souffle tremblant. Pour la première fois depuis mon départ de la maison, une petite étincelle de clarté a vacillé en moi. Léa, je ne sais pas quoi faire. Tu rentres à la maison, a-t-elle dit fermement. Chez toi, pas chez eux. Je reste au téléphone jusqu'à ce que tu y sois. J'ai hoché la tête même si elle ne pouvait pas le voir. D'accord, ai-je chuchoté. Bien. Maintenant, démarre la voiture. Je suis juste là. Alors, je l'ai fait. J'ai redémarré le moteur, repris l'autoroute et suivi le son de sa voix, douce, stable, sûre, vers la vie que je pensais ne pas être suffisante. Je ne le savais pas encore, mais c'était la nuit où j'ai arrêté de mendier une famille et commencé à choisir la mienne. Quand je suis finalement arrivé devant mon appartement à Montreuil, le ciel était encore sombre, mais les bords s'adoucissaient avec les premiers signes de l'aube. Mon immeuble n'avait rien de glamour. Pas de sol en marbre, pas de lustre, pas d'allée entretenue comme la propriété des Delacroix. Mais quand j'ai déverrouillé la porte d'entrée et suis entré, la chaleur m'a enveloppé comme une couverture. Je ne savais pas que j'avais besoin de ce petit 2 pièces. Je l'avais payé, chaque centimètre, de mes propres mains. Mon propre travail, mes propres nuits blanches et mes doigts abîmés. J'ai expiré en tremblant en accrochant mon manteau, ma poitrine encore serrée d'avoir pleuré. Je suis allé dans mon coin atelier, le bureau encombré de pierres précieuses, de croquis, de matériel d'emballage. Mes outils étaient exactement là où je les avais laissés. Rien ici ne me jugeait. Rien ici ne me comparait à quelqu'un de plus performant. Rien ici n'essayait de me mouler en quelque chose que je n'étais pas. J'ai allumé les lumières. Un jaune doux a rempli la pièce. Mon mur d'articles encadrés a attiré mon attention. Un article d'un magazine de design local louant mon savoir-faire. Une critique de blog qualifiant mon travail de réfléchi, intime, artistique. Des photos de clients portant les pièces que j'avais faites juste pour eux. Je les avais épinglées là à l'époque où je croyais que les accomplissements comptaient, avant de réaliser que ma famille ne se souciait pas assez de moi pour en lire un seul. J'ai effleuré les cadres du bout des doigts. Pourquoi ne les avais-je jamais montrés fièrement? Parce que j'avais peur qu'ils rient. Parce que je pensais que la reconnaissance ne comptait que s'ils la donnaient. Parce que je voulais encore leur approbation bien après qu'ils aient cessé de mériter la mienne. Mon téléphone a vibré sur le comptoir. Un nouvel email. Collaboration Maison Éclat, demande. Mon cœur a bondi. J'ai cliqué pour l'ouvrir. Chère Chloé, nous adorons vos créations et aimerions discuter de la présentation de votre collection dans notre vitrine de printemps. Ma bouche s'est ouverte. Maison Éclat n'était pas une petite boutique. C'était l'une des marques de bijoux de créateurs les plus respectées du pays. Obtenir une collaboration avec eux pourrait tripler mes ventes du jour au lendemain. Je me suis effondré sur le canapé, couvrant ma bouche de ma main. Ils me voulaient. Ils pensaient que mon travail avait de la valeur. Ils voyaient de la valeur là où ma propre famille voyait des colliers de nouilles. Je n'ai pas réalisé que des larmes coulaient à nouveau jusqu'à ce que l'une d'elles touche le dos de ma main. Mais cette fois, ce n'était pas un chagrin d'amour. C'était de l'incrédulité. Du soulagement.
de la gratitude. Je me suis adossé au coussin, regardant mon petit salon, les guirlandes lumineuses drapées sur la fenêtre, le mini sapin à moitié décoré dans le coin, mes coussins dépareillés. Une vie construite par moi, imparfaite, mais mienne, calme, mais honnête, petite, mais réelle. Je n'avais pas échoué. J'avais simplement grandi dans une direction vers laquelle il n'avait jamais pris la peine de tourner la tête. Et pour la première fois de ma vie, une nouvelle possibilité est entrée dans mon esprit, fragile, mais puissante. Peut-être qu'ils avaient tort à mon sujet. Peut-être qu'ils avaient toujours eu tort. Je suis resté assise là jusqu'à ce que l'aube se lève complètement, laissant cette pensée s'installer profondément dans mes os, réchauffant des parties de moi qui avaient longtemps été froides. Demain, j'ai réalisé que je ne serais plus la même fille qui était entrée dans ce manoir. Je devenais déjà quelqu'un de nouveau. En milieu de matinée, la lumière du soleil traversant mes stores semblait presque insultante. Comment le monde pouvait-il paraître si brillant alors que tout en moi me faisait encore mal? Je me suis enveloppé dans une couverture et me suis assise sur le sol de la cuisine, le dos contre les placards, regardant dans le vide. Je n'étais pas prête à affronter ma famille, mais j'avais fini de les laisser décider de ma vie pour moi. Lentement, délibérément, j'ai sorti mon carnet, celui que j'utilisais pour les croquis de conception, et j'ai tourné vers une page blanche. Ma main tremblait au début, mais une fois que mon stylo a touché le papier, quelque chose a changé. Pour la première fois, je ne planifiais pas de bijoux. Je planifiais ma liberté. En haut de la page, j'ai écrit ce que je vais faire ensuite. Puis j'ai listé un par un. 1. Je n'irai pas à Noël. Pas d'avertissement, pas d'explication, pas d'excuse. Ils sentiraient mon absence de la même manière que j'avais senti leur cruauté. 2. Je dirai oui à Maison Éclat. Ce contrat était le mien, pas le leur à approuver ou à moquer. Le succès serait ma réponse la plus forte. 3. J'aurai mon propre Noël. Choisir une vraie célébration avec des gens qui m'aiment vraiment. 4. J'enverrai les cadeaux que j'ai faits pour eux par livraison professionnelle. Plus par amour, mais pour prouver que leur cruauté ne me transformerait pas en eux. 5. Je fixerai des limites. S'ils me parlaient à nouveau, ce serait à mes conditions, respectueux, honnête, égalitaire, ou pas du tout. 6. Je récupérerai mes biens d'enfance légalement. S'ils voulaient traiter ma chambre comme un débarras, je traiterais cela comme l'affaire juridique que c'était. Fini de les laisser décider de ce que je peux garder. Quand j'ai fini, j'ai fixé la page pendant un long moment. Pas accablé, pas effrayé, juste déterminé. Puis j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé une vieille connaissance, Maître Ella Parker, une avocate spécialisée dans le droit des biens et des locataires. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Chloé, ça fait longtemps. J'ai besoin de conseils, ai-je dit, la voix basse. Mes parents vident ma chambre d'enfance. Sans me le dire. Ella a pris une inspiration brusque. As-tu déménagé volontairement? As-tu abandonné la propriété? Non, ai-je dit. Je visite chaque année. Ils ont juste décidé. Alors écris une lettre recommandée immédiatement indiquant que tu n'as pas abandonné tes biens et que tu as l'intention de les récupérer. Sa voix était calme, ferme. Accusé de réception datée. Ça met une pression légale sur eux. Ils ne peuvent pas prétendre qu'ils pensaient que tu ne voulais pas des objets. J'ai griffonné des notes. D'accord. Merci, Ella. Vraiment, quand tu seras prête, a-t-elle ajouté doucement, tu peux aussi me parler des limites émotionnelles. Une famille comme ça. Ce n'est pas facile, mais tu fais la bonne chose. La bonne chose. 2 mots que personne dans ma famille ne m'avait jamais dit. Après avoir raccroché, j'ai rédigé la lettre recommandée listant photos, carnet de croquis, bricolage d'enfance, outils de bijouterie, chaque objet dont je me souvenais avoir laissé derrière moi. Je l'ai imprimé, signé, scellé et je l'ai apporté moi-même à la poste. Au moment où je l'ai remise au guichetier, la poitrine serrée alors qu'elle quittait mes doigts, j'ai réalisé quelque chose. C'était mon premier acte d'autodéfense. Pas contre des étrangers, mais contre les gens qui m'avaient élevé. Cet après-midi-là, Léa a débarqué à mon appartement. À l'improviste, les cheveux en bataille, portant un sweat à capuche géant, tenant 2 cafés et un sac de viennoiserie. Tu as l'air de n'avoir rien mangé depuis 12 heures, a-t-elle dit en me poussant. Assis-toi, maintenant. J'ai obéi, souriant à moitié. Elle a étalé les pâtisseries sur mon comptoir comme si elle planifiait une intervention.
Alors, a-t-elle dit en sirotant son latte. Dis-moi le plan. J'ai glissé le carnet sur la table. Elle a lu chaque ligne lentement, puis a levé les yeux brillants de quelque chose de féroce, quelque chose de fier. Chloé, c'est puissant. Je ne me sens pas puissante, ai-je admis. Tu le seras, a-t-elle dit, surtout quand on arrivera à cette partie. Elle a tapoté la ligne, avoir mon propre Noël. Je connais un chalet, a-t-elle continué. Celui de mon cousin dans les Vosges, vide pendant les vacances. Cheminée, neige, intimité, paix. On peut y aller. Mes lèvres se sont entr'ouvertes. Léa, non, je ne peux pas demander ça. Tu n'as pas demandé, a-t-elle dit fermement. J'offre. Et on y va. Fin de la discussion. J'ai ri. J'ai vraiment ri pour la première fois depuis la nuit dernière. Elle a souri. Bien. Prépare des vêtements chauds. On part le 23. Le 23, 2 jours avant le dîner de Noël où ma famille prévoyait de me briser, mais je ne serai pas là. Pour une fois dans ma vie, je ne resterai pas dans le feu à essayer de prouver que je valais la peine d'être aimé. Je choisirai des gens qui savaient déjà que je l'étais. La veille de Noël est arrivée avec une fine couche de neige poudrant les rues, rendant Paris calme et irréel. Léa et moi venions de finir de charger les derniers sacs dans sa voiture quand mon téléphone a vibré. Maman appelle. J'ai laissé sonner. 5 secondes plus tard, Thomas appelle, puis Juliette appelle. Il était 18h59, 1 minute avant le début traditionnel de l'heure du cocktail de Noël des Delacroix. Je pouvais presque imaginer la scène. Les verres en cristal, les sapins imposants, les hors-d'œuvre parfaitement arrangés, et une place vide là où j'étais censé me tenir, souriant, faisant semblant que rien n'allait mal. Mon téléphone a vibré à nouveau. Je ne l'ai pas regardé. Léa a ouvert la porte du conducteur. Ignore-les. On part dans 2 minutes. Mais ensuite, un autre appel. Cette fois d'un numéro que je connaissais par cœur, même sans regarder. Mon père. J'ai retourné l'écran face contre terre, les mains tremblantes. Tu veux que je le jette par la fenêtre, a demandé Léa. J'ai failli dire oui. Au lieu de cela, j'ai pris une lente inspiration. Non, je dois être celle qui décide, ai-je chuchoté. Pas eux. Comme convoqué par mes mots, le téléphone a cessé de vibrer, pour vibrer à nouveau instantanément. Maman appelle. J'ai soupiré. Si je ne réponds pas, elle continuera à appeler toute la nuit. Alors réponds, a dit Léa doucement. Mais ne la laisse pas te tirer en arrière. J'ai avalé difficilement et j'ai appuyé. Allô? Sa voix a explosé dans le haut-parleur. Où es-tu? J'ai tressailli. Pas de bonjour, ai-je dit. Joyeux Noël à toi aussi, maman. Ce n'est pas le moment pour le sarcasme, Chloé, a-t-elle claqué. Ton père et moi t'avons cherché partout. Les invités sont là. Ta grand-mère demande après toi. Tu dois rentrer maintenant. Je ne viens pas, ai-je dit doucement. Une inspiration brusque. Pardon? Tu m'as entendu. Chloé Jeanne Delacroix, a-t-elle dit, baissant sa voix dans ce ton glacial qu'elle utilisait chaque fois qu'elle voulait le contrôle. Tu vas monter dans ta voiture et tu vas conduire ici immédiatement. Ce comportement est inacceptable. Inacceptable? Bien sûr. Tout ce que je faisais l'était. J'ai regardé la neige tomber, sentant quelque chose en moi cesser enfin de trembler. Non, ai-je dit. C'était un petit mot, mais c'était comme soulever une montagne. Qu'est-ce que tu as dit, a-t-elle exigé. J'ai dit, non, maman. Je ne viens pas. Il y a eu un bruissement furieux à l'autre bout, comme si elle s'était levée soudainement. Chloé, ne fais pas ça. Pas ce soir. Pas quand toute la famille. Tu veux dire tout le public, ai-je coupé. Le public pour la petite performance que vous avez prévue? Silence. Un silence froid et dangereux. Quelle performance, a-t-elle dit lentement, feignant la confusion comme si elle l'avait répété. J'ai tout entendu, ai-je dit. Chaque mot hier soir devant le bureau de papa. Encore le silence, pire maintenant, plus lourd. Alors j'ai enfoncé le couteau plus profondément. La présentation que Thomas a préparée. Le discours que papa a répété. Votre plan pour m'humilier devant 30 personnes. La chambre que vous avez vidée dans mon dos. Les blagues, les rires.
Je pouvais pratiquement entendre son cerveau s'embrouiller. Chloé, tu as mal compris. Non, ai-je dit. J'ai finalement compris. Sa voix est devenue frénétique. Chloé, tu es dramatique. Nous étions inquiets pour ton avenir. L'inquiétude ne ressemble pas à des rires, ai-je claqué. L'inquiétude n'implique pas d'appeler mon travail des colliers de nouilles. L'inquiétude ne nécessite pas un PowerPoint. Elle a expiré brusquement, la colère crépitant sur les bords. Tu écoutais aux portes, a-t-elle accusé. Je marchais vers ma chambre, ai-je corrigé. Une chambre que vous aviez déjà vidée. Chloé, écoute-moi. Non, ai-je dit à nouveau. Toi, écoute. Je ne rentre pas à la maison. Pas ce soir. Pas demain. Pas tant que vous n'apprendrez pas à me traiter comme une adulte, comme une fille, comme un être humain. Tu as des responsabilités envers cette famille, a-t-elle crié. Non, ai-je dit calmement. J'avais des obligations que vous avez inventées. J'ai fini de les remplir. Tu fais une erreur, a-t-elle sifflé. Ton père sera furieux. Il y aura des conséquences. Comme quoi, ai-je demandé. Me couper les vivres? Je paie mes propres factures. M'enlever ma chambre? Vous l'avez déjà fait. Détruire ma réputation? Je n'ai pas besoin d'une réputation dans une famille qui ne veut pas de moi. Tu gâches Noël, a-t-elle hurlé. Non, ai-je chuchoté. Je le sauve. À l'autre bout, j'ai entendu des voix étouffées. Mon père demandant ce qui se passait. Juliette disant quelque chose de tranchant. Thomas essayant de les calmer. La voix de ma mère est revenue, trempée d'amertume. Cette discussion n'est pas terminée. Elle l'est pour moi, ai-je répondu. Joyeux Noël, maman. Et j'ai raccroché. Mon pouce planait au-dessus de l'écran, mon cœur battant si fort que je pensais que Léa pouvait l'entendre. Elle n'a pas demandé ce qui s'était passé. Elle a juste tendu la main, pris la mienne, et l'a serrée. Ça va, a-t-elle chuchoté. J'ai hoché la tête, bien que des larmes glissaient déjà sur mes joues. J'ai finalement dit, ai-je commencé, la voix brisée. Non, ai-je dit. Pour la première fois de ma vie, je lui ai dit non. Léa a souri doucement. Alors allons-y, Chloé. Ton vrai Noël t'attend. J'ai bouclé ma ceinture. Elle a démarré le moteur. Les roues ont commencé à tourner. Derrière nous, le manoir des Delacroix scintillait comme un mensonge. Devant nous, la route s'étendait dans la neige fraîche. Calme, ouverte, honnête. Et pour la première fois, je n'avais pas l'impression de m'enfuir. J'avais l'impression de rentrer enfin chez moi. Le trajet jusqu'aux Vosges a pris 4 heures, mais c'était comme expirer pour la première fois depuis des années. La neige s'épaississait à mesure que nous montions dans les montagnes, givrant les arbres, les glissières de sécurité, même l'air. Quand Léa s'est enfin garée dans l'allée du chalet, je ne pouvais que fixer la vue. Des murs en bois, une lumière chaude rayonnant de l'intérieur, de la fumée s'élevant de la cheminée comme une douce bienvenue. Rien de chic, rien de soigné pour les photos ou les invités, juste du vrai. Léa a souri. Je te l'avais dit. Le paradis sur terre. Quand je suis entré, la chaleur m'a envahi, sentant le pain et le chêne brûler. La cheminée en pierre crépitait, remplissant le chalet d'une douce lueur dorée. Puis j'ai entendu des pas. Chloé. Lucas, mon premier partenaire commercial, est sorti de la cuisine, portant un plateau de tasses. Derrière lui se trouvait Camille, mon ancienne camarade d'atelier, tenant une tourte fraîchement sortie du four. Et derrière elle suivait Hugo et Maxime, chacun jonglant avec des sacs de course et des décorations. J'ai cligné des yeux. Quoi? Qu'est-ce que vous faites tous ici? Camille a haussé les épaules en souriant. Léa a envoyé un message. C'était suffisant. Lucas m'a tendu une tasse de chocolat chaud. Tu ne pensais pas qu'on te laisserait passer Noël seul après ce que ta famille a fait, non? Mes yeux brûlaient. Pas de douleur cette fois, mais de quelque chose de chaud, quelque chose de doux. Léa m'a donné un coup de coude. Tu vois, certaines familles sont choisies. Nous avons cuisiné ensemble. C'était désordonné, chaotique, absolument imparfait. Pas de traiteur, pas d'horaire, pas de jugement. Juste des rires, juste de la chaleur, juste la liberté. À un moment donné, en coupant des légumes, Hugo a dit, tu sais, Chloé,
tes pièces se sont vendues dans mon magasin le week-end dernier. Les gens adorent ton travail. Maxime a renchéri, ma sœur ne veut littéralement pas enlever le collier que tu lui as fait. Je me suis senti sourire. Un sourire non forcé, non répété. Je n'avais pas réalisé à quel point c'était devenu rare. Après le dîner, nous nous sommes rassemblés autour du feu. Lucas a versé du vin. Camille a fait passer sa tourte. Et Léa a sorti une petite boîte en bois remplie d'ornements vierges et de peintures. Nouvelle tradition, a-t-elle déclaré. Chacun fait une décoration représentant son année. J'ai hésité, mais j'ai finalement peint un oiseau s'envolant d'une cage ouverte. Des ailes dorées, une queue bleu nuit. Personne n'a demandé ce que cela signifiait. Il n'en avait pas besoin. Pendant que le feu éclatait et crépitait, mon téléphone a vibré à côté de moi. Léa a froncé les sourcils. Ignore-le si tu veux. J'avais peur, mais quelque chose me disait de regarder. Tante Meredith, j'ai entendu ce qu'ils ont prévu. J'ai tellement honte de ta mère et de ton père. Ton cadeau est magnifique, Chloé. Je suis fier de toi. Mes lèvres se sont entr'ouvertes. Une autre vibration. Cousine Lily, ton collier m'a fait pleurer. Tu es si talentueuse. Nous n'avions aucune idée du succès que tu as. Une autre vibration. Grand-mère Éléonore, je n'approuve pas du tout ce qui s'est passé. Appelle-moi quand tu pourras, ma chérie. Et merci pour le bracelet. Il est exquis. J'ai étouffé un souffle. Ils savent, ai-je chuchoté. Ils ont découvert. Léa s'est penchée. Bien. Laisse la vérité brûler cette façade parfaite. Mais je ne pensais pas à la façade. Je pensais à autre chose, quelque chose de surprenant. Ils croyaient en moi. Pas tous, mais assez pour que ça compte. Quelques heures plus tard, quand la chute de neige est devenue lourde et que le feu a diminué, Lucas a porté un toast. À Chloé, a-t-il dit doucement. Pour s'être choisie elle-même ce Noël. Tout le monde a levé son verre. J'ai avalé difficilement, la gorge serrée. Pour la première fois, ai-je dit, j'ai l'impression de passer Noël quelque part où j'ai ma place. Et à ce moment-là, entouré de gens qui me voyaient, me soutenaient, me chérissaient sans condition, j'ai réalisé quelque chose. Je n'avais pas perdu une famille ce soir-là. J'en avais trouvé une. 6 semaines après le Noël qui m'a brisée et reconstruite, je me tenais dans l'embrasure de la porte de mon nouvel atelier, tenant une tasse de café et regardant l'espace vide bientôt rempli d'établis, d'outils et de membres de l'équipe. Oui, membres de l'équipe, au pluriel. La lumière du soleil se déversait à travers les immenses fenêtres de l'entrepôt, inondant les sols en béton poli et les croquis épinglés le long du mur. J'ai respiré l'odeur du bois frais et des nouveaux départs. Mon entreprise n'était plus un passe-temps. C'était une société. Les commandes de Maison Éclat avaient tellement explosé que j'avais dû embaucher 2 assistants à temps partiel et commencer à rédiger un flux de production. La semaine dernière, ils avaient envoyé un autre email, nous voulons vous présenter comme créatrice émergente dans notre campagne de printemps. Je l'ai lu 3 fois avant que ça ne rentre. C'était en train d'arriver. C'était réel. Alors que j'arrangeais des plateaux de pierres précieuses sur mon nouvel établi, mon téléphone a vibré avec un message de mon frère, Thomas. Thomas, j'avais tort sur beaucoup de choses. On peut parler un de ces jours? Pas de pression. J'ai fixé l'écran, surprise par l'honnêteté, quelque chose de rare dans l'ADN de la famille Delacroix. J'ai répondu, contacte-moi quand je serai prête. Mais merci. Une limite. Pas un mur, un choix. Le mien. 20 minutes plus tard, un autre message est arrivé. Grand-mère Éléonore, je t'envoie des photos de ton bracelet. Je l'ai porté à un déjeuner aujourd'hui et tout le monde l'a adoré. Quand peux-tu visiter Londres? J'ai souri. Ça me réchauffait le cœur. Cette invitation signifiait plus qu'elle ne le savait. Puis, presque comme si l'univers me testait, un email de mon père a atterri dans ma boîte de réception. Un tableau Excel. Une analyse non sollicitée de ma trajectoire financière. Un paragraphe impliquant que mon succès était temporaire à moins que j'accepte un rôle d'entreprise stable. Pour la première fois, ces tentatives ne m'ont pas piqué. J'ai cliqué sur répondre. Merci de ton inquiétude. Je suis fier de ce que je construis et je m'en sors bien. Je ne discuterai pas de changement de carrière. Je te souhaite le meilleur. Pas d'explication, pas de justification,
juste la vérité avec une limite enroulée autour. Ma mère a envoyé un message plus tard cet après-midi-là. Maman, ton absence à Noël a causé beaucoup de tensions inutiles. Ce serait bien si tu t'excusais. Je n'ai pas répondu. Certains messages ne méritaient pas de réponse. 2 semaines après cela, je suis retourné au manoir accompagné de Léa pour récupérer les dernières de mes affaires d'enfance. Maria m'a accueilli chaleureusement et m'a aidé à tout emballer dans des cartons. Mes vieux carnets de croquis, mes premières pinces, un bracelet de perles à moitié fini de quand j'avais 11 ans. Ce n'étaient pas des rappels d'échecs. C'était la preuve que j'avais toujours été moi. En emballant, Maria a chuchoté, ta mère a essayé de donner tes vieux outils, mais je les ai cachés. Je savais qu'ils comptaient. Je les serrais dans mes bras. Quand j'ai quitté la maison pour la dernière fois, portant le dernier carton vers la voiture, je n'ai pas ressenti de chagrin. J'ai ressenti la clôture. Le genre qui ne claque pas les portes, mais les laisse doucement derrière soi. Ce soir-là, de retour dans mon appartement, j'ai placé mes outils d'enfance sur l'étagère au-dessus de mon nouvel établi. Vieux et nouveau, passé et futur. Côte à côte. J'ai pensé à la fille qui a un jour supplié sa famille de la voir, et à la femme qui choisissait maintenant qui méritait une place dans sa vie. Léa m'a envoyé un SMS. Léa, le chalet au prochain Noël? La tradition commence maintenant. J'ai souri. Moi, chaque année. J'apporterai les décorations. J'ai éteint les lumières de l'atelier, laissant le soleil d'hiver doré illuminer la pièce. Ce n'était pas une fuite. Ce n'était pas une rébellion. C'était un devenir. Et alors que je verrouillais la porte derrière moi, j'ai enfin compris quelque chose que j'avais passé 28 ans à essayer d'apprendre. Noël ne m'a pas brisé. Il m'a révélé. Et je ne retournerai jamais à la version de moi-même qui suppliait d'être aimé.